le réveil de l'islam, comme le réveil chrétien en Afrique, est une réaction spiritualiste contre le matérialisme de l'Occident. Mais quand il prend des formes comme ce réveil de l'islam, comme il peut les prendre en Iran, ou comme il peut les prendre sur un plan politique à travers un homme comme Kadhafi, cela ne vous inquiète pas? Bon, là, on se sert de l'islam à des buts politiques et nous sommes contre ça. Et c'est la raison pour laquelle, au Sénégal, il n'y a pas de problème religieux ou racial. L'autre mois encore, le président de la Fédération des associations islamiques est venu me dire comment il avait organisé des rencontres régulières entre musulmans et chrétiens. Vous êtes très pratiquant. La foi est une chose très importante dans votre vie quotidienne? La foi est une chose importante dans ma vie quotidienne. Je prie, en latin d'ailleurs, n'est-ce pas, le matin au réveil et le soir avant de me coucher. Vous voyez, par exemple, à la deuxième tentative de coup d'État, le soir, je me suis mis à genoux, j'ai fait ma prière et je me suis reposé en paix. À 5 heures du matin, on a frappé à ma porte, on a dit il y a une délégation de l'armée. Je me suis levé, j'ai mis ma robe de chambre, je suis descendu avec ma constitution et j'ai expliqué pendant une demi-heure à la délégation. Ils ont dit nous avons compris, le problème était réglé. Bien sûr, qui veut la fin veut les moyens. J'ai essayé d'assimiler l'esprit de méthode et d'organisation de l'Europe, mais il y a la foi. Vous comprenez, les problèmes ne sont pas aussi simples. Et encore une fois, nous sommes socialistes. L'émission avant, j'aimerais aborder encore deux thèmes avec vous, si vous voulez. C'est tout d'abord la poésie. Comment vous avez réussi à concilier, parce que nous en avons parlé dans l'émission, mais j'ai maintenant à y revenir, comment vous avez réussi à concilier la vie politique et la poésie? J'entends par là, comment est-il possible d'être à la fois président de la République et d'écrire et de consacrer encore un temps à son œuvre? D'abord, je dirais que c'est des complémentarités. Par exemple, si je n'avais que l'enseignement, ça finirait par être ennuyeux. Alors, quand j'étais professeur, j'avais l'enseignement et la poésie. Et après, j'ai eu la politique et la poésie. Vous voyez, c'est la diversité. Et je pense que si je n'avais pas été un homme politique, j'aurais probablement écrit plus de poèmes, mais je pense que ma poésie aurait été plus gratuite, n'est-ce pas, moins motivée. Et puis, encore une fois, ce que j'ai appris pendant mes 6 années d'études supérieures à Paris, c'est l'esprit de méthode et d'organisation. J'ai toujours été organisé. Vous voyez, par exemple, quand j'étais chef d'État, je prenais de longues vacances. 2 mois, 2 mois et demi. Et pendant mes vacances, j'écrivais le matin, l'après-midi, n'est-ce pas? Je faisais du courrier et je lisais. Et je lis beaucoup en voyage, vous voyez. Et actuellement, j'ai la même organisation et je me cultive aussi de mon corps. Par exemple, même quand je suis en voyage, maintenant je fais la grâce pour avait un conseil et il ne faisait rien sans consulter ce conseil. Et il y avait les représentants de tous les groupes socio-professionnels. Comme vous dites, aujourd'hui, il y avait les représentants de la noblesse, les représentants des paysans, les représentants des artisans, les représentants des esclaves de case. Donc, il n'y avait jamais de décision sans délibération. Et actuellement, par exemple, je fête cette année le 52e anniversaire de mon entrée aux étudiants socialistes. Mais je suis un chrétien catholique pratiquant tous les dimanches. Je lis ma messe, n'est-ce pas, dans le texte latin, dans ce merveilleux latin de Saint Jérôme. Mais cela étant, nous avons fait une relecture négro-africaine de Marx et d'Engels. Marx vous dit que l'athéisme n'est pas nécessaire à son système, n'est-ce pas? Et nous avons retenu ce qui était assimilable par nous.
Vous pensez qu'il faut faire une relecture africaine de tout ce que l'Occident peut vous amener? Mais exactement, nous faisons une relecture africaine de tout ce que l'Occident peut nous amener. Par exemple, à Dakar, les élèves de l'enseignement secondaire, les sections littéraires, ils doivent faire obligatoirement une langue classique, latin, grec ou arabe. Dans notre département de langues anciennes, n'est-ce pas, nous faisons une relecture négro-africaine de la langue et de la civilisation grecque et nous avons découvert 8 à 9 dieux du panthéon hellénique qui sont noirs, comme Cybèle, la déesse de la fécondité, comme Circé, l'enchanteresse, etc. Mais Monsieur le Président, est-ce que les jeunes intellectuels africains ne vous reprochent pas justement de trop pousser le grec, le latin, c'est-à-dire ce qui était plus appartenant beaucoup plus à la culture occidentale? Est-ce qu'un jeune Africain a besoin du grec et du latin? Oui. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que la négritude? Je rappelle qu'en 1937, j'étais un jeune universitaire, agrégé de grammaire. J'ai fait une conférence où je préconisais le retour aux langues et civilisations négro-africaines. Mais aucun intellectuel ne m'a approuvé. Ils ont réagi en disant, maintenant il est professeur de latin et du grec et il nous ramène aux langues négro-africaines. Mais qu'est-ce que nous défendions? Dans les années 1930, quand nous avons lancé le mouvement, nous disions que le préalable de l'indépendance politique, c'était l'indépendance culturelle, en quoi nous étions opposés aux marxistes-léninistes qui disaient qu'il fallait faire la révolution et tous les problèmes allaient être réglés.